Il y a environ 130 ans, une organisation appelée Silent Night est apparue pour la première fois. À cette époque, seuls les conflits et le désordre régnaient dans le monde. Le sang de nombreuses victimes, la vie se transformait en ténèbres et les gens perdèrent confiance en un avenir radieux. Et un jour, pour mettre fin à toute cette horreur, les maîtres Murim se sont réunis pour fonder l'Alliance centrale céleste. L'Alliance a décidé de créer un clan pour résister à l'organisation Silent Night. Le chef du clan était Adam Bad. Dans le monde des arts martiaux, il était considéré comme une personne célèbre. Lorsque le Northern Heavenly Clan a été formé, l'Alliance centrale a promis de lui fournir tout soutien. Pour vaincre l'organisation Silent Night, l'Alliance céleste a aidé le clan à gagner en force et à collecter une énorme quantité d'élixirs et de techniques. Les années ont passé et Albert Glenn est devenu le deuxième chef du clan. Après lui était Noah Albee. Et finalement, le Northern Heavenly Clan a reçu la reconnaissance du peuple et a rassemblé de nouveaux adeptes. Le quatrième chef du clan était l'homme connu sous le nom de Grande Muraille du Nord, et son nom était Ray T. Les 4 cieux du Nord sont devenus un soutien fiable pour Ray T et tout le clan. Ensemble, ils formaient un groupe de 5 invincibles capables d'affronter n'importe quel ennemi. Le plus fort des grands 4 des cieux du Nord était Phil Wright. Son poing pouvait frapper un ennemi à la vitesse de l'éclair et le projeter à des dizaines de mètres. Les 4 cieux du Nord suivants étaient le Raging Hurricane, également connu sous le nom de Hugh D. Avec sa lance, il pouvait créer un ouragan mortel parmi ses ennemis. Le troisième plus fort des grands 4 des cieux du Nord était la lame maudite fantôme, Earl Dew. Avec une vitesse fulgurante, il a dépassé des adversaires qui n'avaient même pas le temps de se défendre. Il était si rapide. Et le dernier des grands 4 des cieux du Nord était le seigneur du sang de fer, J. Paul. Avec son fouet, il exécutait une véritable danse mortelle pour ses ennemis. Les 4 plus forts ont joué un rôle clé en éloignant Silent Night des terres du Nord. Et le jour où le combat entre Silent Night et le Northern Heavenly Clan a atteint son paroxysme, Silent Night a cessé d'exister. Alors que le temps passait et que la grande muraille du Nord tombait, les yeux de son fils, King, se mirent à pleurer en pensant à ce qui pourrait arriver à son père. Ray s'agenouilla devant tout le clan céleste du Nord comme devant un juge. L'actuel ancien chef du clan regarda les gens devant lui et pensa que, apparemment, seuls les représentants les plus forts s'étaient réunis ici. Les 9 cieux, qui étaient des personnes puissantes dirigeant le monde de Murim, sont apparus à l'audience. Toutes les personnes présentes se demandaient pourquoi l'Alliance céleste centrale elle-même était venue. Le sage Duke Ran, le génie qui a ressuscité sa famille, son désir de connaissance lui permettant de devenir la sagesse du Seigneur céleste, s'est adressé au chef du clan, Ray Tai, avec une question sur les raisons de son déni de la vérité, sur pourquoi celui qui a résisté à Silent Night a trahi ses camarades. Aux accusations du sage, Ray a répondu qu'il avait toujours vécu honnêtement et que sa trahison était complètement absurde. Le duc Ran, les yeux indifférents, lui dit que les 4 piliers du clan céleste du Nord s'étaient opposés à Ray, et il continua de mentir. Le chef du clan regardait chacun de ses fidèles camarades, mais tous se détournaient silencieusement de lui. Ray a été vaincu par le fait que ceux avec qui il s'est battu côte à côte se sont retournés contre lui à un moment aussi important. En riant, le personnage principal pensa qu'il était désormais vraiment seul parmi tout le monde. Avec un sourire, il regarda son fils, montrant par toute son apparence que tout irait bien. Regardant d'un air menaçant ses anciens camarades, Ray pensa qu'ils avaient à tous conspiré contre lui et qu'il serait impossible de sortir d'ici. De toute façon, il ferait tout pour l'arrêter. Rugissant bruyamment, Ray a crié à la Central Heavenly Alliance qu'il comprenait leur plan. Après avoir hésité un peu, il cria qu'il se soumettrait à l'Alliance. Même la terre trembla et des fragments de pierre volèrent. La Central Heavenly Alliance a murmuré que la force intérieure de Ray était tout simplement énorme et que le Northern Heavenly Clan était devenu trop fort, et maintenant il n'était devenu qu'un obstacle pour l'Alliance. Et tant que le clan céleste du Nord existera, l'Alliance n'aura pas un contrôle total sur le continent. De toutes ses forces, Ray a crié à la foule qu'à partir de ce jour, le clan était dissous et que tous les adeptes devaient le quitter et trouver une nouvelle maison. C'était le dernier ordre du chef du clan céleste du Nord, Ray T. La seule demande du personnage principal était de ne pas toucher à son fils, qui a perdu sa mère lorsqu'il était enfant et a grandi dans les terres arides du Nord. Duke Ran pensait que ce serait bien de mettre enfin fin à sa famille, mais la foule ne lui permettrait certainement pas de faire cela. L'aîné n'avait d'autre choix que d'accepter simplement de tenir cette promesse,
sans quoi le chef du clan rival se retournerait contre lui. Balançant son épée devant lui, Ray se tourna vers son fils unique, King, avec un sourire. Le garçon, réalisant les intentions de son père, écarquilla les yeux d'horreur. Le père, les yeux douloureux, demanda pardon à son fils, lui sourit une dernière fois et lui enfonça l'épée dans la poitrine. Les larmes coulèrent sur les joues de King, tendant la main. Il se précipita de toutes ses forces vers son père. Le clan du ciel du Nord a été créé pour protéger les gens de la nuit silencieuse, et ils ont rempli leur devoir avec honneur pendant de nombreux siècles. Mais finalement, le 4e chef du clan, Ray-T, a été trahi par ses propres camarades. 3 ans se sont écoulés, le gars a lentement ouvert les yeux et a été surpris d'être attaché avec des cordes à une bûche et devant lui se tenait une foule menaçante d'hommes. Apparemment, le principal était déjà fatigué d'attendre que le garçon se réveille avant de pouvoir finir de parler. Le garçon reçut un coup. Regardant les gens avec mécontentement, le gars a demandé pourquoi il faisait cela. Avec un sourire malicieux, le chef a dit à tout le monde de regarder les yeux de ce salaud, qui s'est avéré plus fort qu'il n'y paraît. L'homme a clairement fait comprendre qu'il n'était pas aussi gentil que le groupe précédent qui surveillait le garçon et qu'il ne pouvait pas s'attendre à un traitement aimable. Il était irrité par le fait qu'il devrait passer les 3 prochaines années ici à cause d'un enfant. Se penchant plus près du visage du jeune homme, le gros homme a demandé d'un ton menaçant où le gars avait mis ses armes et son équipement. Et s'il ne le disait pas, il serait plus facile de le tuer et de retourner sur le continent. King baissa simplement la tête, qui était couverte par ses longs cheveux noirs, et rit bruyamment. Le groupe a été choqué de constater que le garçon ne tremblait pas de peur devant eux, mais avait même la conscience de rire presque au nez. Le gros homme, abasourdi par le comportement du gars, a dit au garçon qu'il ne comprenait pas complètement la situation dans laquelle il se trouvait, qu'il serait plus facile de le jeter dans le désert pour qu'il soit déchiré par les loups, car ils ne le font pas. Je ne voulais pas passer les 3 prochaines années dans cet endroit merdique. Le garçon s'est contenté de rire encore une fois et a répondu qu'il ne pouvait pas faire ça. Le principal, réalisant qu'il ne pouvait vraiment pas faire ça, jeta un coup d'œil à son complice, qui tenait pendant tout ce temps un couteau près des doigts du gars. Le malfrat, comprenant le signal du patron, a lacéré l'index du jeune homme avec un couteau. Le garçon hurla à cause de la douleur qui le transperçait et du sang qui jaillissait de la blessure. Le gars, boiteux et baissant la tête, a crié à propos des 9 cieux. Après une pause, il rappela avec reproche la promesse faite par l'Alliance du Centre-Nord à son père, le gros homme répétant les paroles de King avec perplexité. Le gars a levé la tête et a regardé ses bourreaux avec colère et les larmes aux yeux. L'organisation Silent Night a désormais complètement disparu des mémoires. Son existence est effacée à jamais, comme si elle n'avait jamais existé. Tout ce qui reste d'elle ne sont que des souvenirs de ces moments terribles. Après la dissolution de la première ligne de défense contre Silent Night, utilisée comme excuse la disparition soudaine de cette organisation, la Central Heavenly Alliance a décidé d'envoyer des mercenaires pour s'occuper de ces terres. La véritable raison de l'arrivée des mercenaires était de surveiller une certaine personne, au cas où il commencerait à étudier les arts martiaux du Northern Heavenly Clan et à planifier sa vengeance. La sécurité le surveillera de près pour s'assurer qu'il reste immobile, car la personne dont on ne pouvait détourner les yeux n'était autre que l'héritier du clan céleste du Nord et le dernier descendant vivant du fondateur, King T, qui avait déjà 16 ans. La dernière personne qui a suivi le garçon pendant 3 ans était l'ancien chef du clan, qui autorisait King à lire uniquement des livres ordinaires, afin qu'il n'apprenne pas les arts martiaux. Tout ce qui touche aux arts martiaux a été emporté par la Central Heavenly Alliance et les Northern Heavens 4. Et même après une vérification approfondie, ils n'ont trouvé aucune autre technique ni aucun autre livre. Entre-temps, après plusieurs années d'inactivité dues à la perte de son père, le garçon commençait lentement à reprendre ses esprits. Après 3 années de stagnation, il déclare avoir besoin de gagner sa vie et commence à apprendre la forge. En observant le garçon, le chef du 3e groupe de mercenaires de la Central Heavenly Alliance, Greg Robin, a eu du mal à croire que l'héritier du grand clan veuille gagner sa vie comme forgeron. Mais aucune technique cachée n'a été trouvée non plus. Mais si cela est toujours vrai, cela ne sert à rien de passer 3 ans ici. Non. Le chef adjoint du 3e groupe de mercenaires de la Central Heavenly Alliance, Aaron Fall, n'a pas répondu à haute voix aux pensées de son patron. King, quittant le bâtiment, regarda pendant une seconde ses nouveaux gardiens et, se détournant, continua son chemin. En chemin, il pensa qu'il devait s'agir de nouveaux gardes et qu'ils pourraient causer des maux de tête. S'arrêtant à l'entrée d'un grand bâtiment appelé la Maison des 10 000 Esprits, le garçon entra. Comme l'indique le nom du bâtiment,
Cet endroit abritait des milliers et des milliers de rouleaux d'arts martiaux. Mais les 4 cieux du Nord ont pris tout ce qu'ils pouvaient d'ici. Tout ce qui concernait les techniques de maniement de l'épée est allé à la lame maudite fantôme, Earl Dew. Tout ce qui concernait les techniques de combat au corps à corps a été pris par le Demon Fist, Phil Wright. Tout ce qui concerne les techniques des jambes a été pris par Raging Hurricane, Hugh D. Et tout ce qui concerne la culture du Qi a été pris par le Seigneur du sang de fer, J. Paul. Presque tous les disciples du clan céleste du Nord ont suivi les 4 grands cieux du Nord, et chacun d'eux a participé à la destruction du clan afin de prendre une position de leader sur le continent. Assis seul près de la fenêtre, King était visité par de tristes pensées selon lesquelles il était laissé seul. Non, il était abandonné de tout le monde. La nuit, le gaz était hanté par des cauchemars sur sa mort, qui répétaient que désormais King était le chef du Northern Heavenly Clan. Le matin, le garçon a levé la tête de l'oreiller en criant, mais s'est rapidement calmé, réalisant que ce n'était qu'un autre mauvais rêve. La zone autour du clan céleste du Nord avait disparu sur 10 000 mètres. On pouvait facilement dire que le temps s'était arrêté, et la ruine du clan reflétait l'état dans lequel se trouvait le roi. Après son réveil, il mangea les restes de riz, puis se rendit à la forge pour apprendre davantage le métier et ainsi gagner sa vie. Après une dure journée de travail, le garçon grimpa sur le toit de la maison des 10 000 esprits et, regardant le soleil couchant, pensa à quel point il paraissait pathétique. Non, il ne s'est pas levé pour montrer sa faiblesse à ses ennemis. Il s'est levé pour construire et renforcer sa propre volonté. Le garçon marchait et pensait que s'il échouait maintenant, cela signifierait que son père avait essayé en vain et que la vie qu'il lui avait donnée ne valait rien. Le garçon ne se doutait même pas que pendant qu'il marchait, plongé dans ses pensées, il était observé et serait bientôt ligoté. Lorsqu'un membre de l'équipe de mercenaires a coupé le doigt du gars, le capitaine adjoint a dit qu'il ne devrait pas aller aussi loin. Ce n'est qu'un enfant. Le jeune homme leva la tête et dit d'un ton menaçant que les mercenaires n'avaient pas la permission de lui faire ça. Le garçon a continué à dire au chef que la Central Heavenly Alliance avait tout nettoyé. S'il voulait tuer le gars, il pouvait essayer de le faire. C'est juste que les disciples des Northern Heavens 4 les suivent parce qu'ils ont été forcés il y a 3 ans, mais il y a toujours des gens fidèles au clan du Nord. Pour avoir tué un gars, ils ne le laisseront pas s'enfuir. Ils verront immédiatement la différence entre le suicide et le meurtre, puis ils viendront pour la vie des mercenaires. Les gardes précédents étaient les mêmes, mais ils ont attendu tranquillement pendant les 3 dernières années parce qu'ils savaient ce qui pourrait leur arriver s'ils avaient tué King. Greg Robin rugit face à l'insolence du garçon et était sur le point de sortir son épée de son fourreau et de tuer le garçon pour ses paroles. Mais son adjoint l'a arrêté à temps, l'empêchant de faire ce qu'il avait prévu. Aaron Fall a expliqué qu'il serait préférable de laisser le garçon partir, car il peut y avoir une part de vérité dans ses paroles. Ils ont déjà fouillé cet endroit et n'ont trouvé aucun parchemin d'arts martiaux ni aucun artefact de valeur. Greg a accepté à contre-cœur son adjoint et a ordonné que le salaud soit libéré, mais le garçon ne voulait pas mettre fin à la conversation si facilement. Le jeune homme a prévenu de façon inquiétante que ces nouveaux gardes n'étaient que des invités non invités et qu'ils devaient donc se comporter en conséquence, et s'il le faisait, il oublierait l'incident d'aujourd'hui. En réponse, le gros homme a seulement regardé le gaz avec colère et a répondu qu'il devrait s'asseoir tranquillement, sinon l'Alliance Céleste Centrale et les 4 grands cieux du Nord donneraient la permission de le tuer sans délai. L'un des mercenaires a rapidement coupé les cordes des bras du garçon, et le bâton auquel King était suspendu est tombé au sol avec fracas. Aaron, avec du soulagement dans la voix, ordonna à ses subordonnés de partir, mais de surveiller attentivement chaque mouvement du garçon. Bien que la perte de sang n'ait pas été importante, King est presque tombé au sol parce que ses bras et ses jambes étaient engourdis par les cordes tendues. Je me sens coupable de ce que j'ai fait. Le directeur adjoint a tendu au gars un pansement pour qu'il puisse panser sa blessure. Par ressentiment, King n'a pas immédiatement pris le bandage qui lui avait été remis, mais la blessure douloureuse s'est fait sentir. Il a donc dû le faire. Réalisant que le gars souffrait à cause d'eux, Aaron quitta silencieusement la maison, la tête baissée. Les larmes aux yeux et un ressentiment silencieux, King commença à essuyer le sang de son doigt. Tombant à genoux, le jeune homme posa une question dans le vide. Pourquoi les gens fidèles au clan céleste du Nord ne l'avaient pas sorti de cet enfer? Et après avoir répondu à sa propre question, il a dit qu'ils s'en moquent tous, qu'ils attendent juste sa mort imminente. C'était déjà le matin lorsque King monta les escaliers du cœur du clan. S'appuyant sur la balustrade avec sa main douloureuse, tout avait vraiment été emporté ici depuis longtemps.
Se tordant de douleur, il grimpa sur le toit du siège et regarda le clan autrefois prospère. Le clan est peut-être vide, mais son cœur bat toujours, le plus grand secret du clan, que même les 4 grands piliers ne connaissent pas. Le plus grand parchemin d'arts martiaux du clan céleste du Nord était le clan lui-même. Alors que le soleil se couche à l'est, les murs en ruine connus sous le nom de murs des 10 000 esprits commencent à projeter des ombres sur le pays. De mystérieux dessins sur les murs se transforment en écritures au sol, écrites dans la langue oubliée du royaume de la basse lune. Le mur des 10 000 esprits a été construit par le premier chef du clan et contenait toutes ses connaissances, et a été transmis à Réti 4 générations plus tard. Pour cette raison, durant son enfance, au lieu de former son fils aux arts martiaux, son père lui a appris la langue du royaume de la basse lune. Pour tous les autres, ces écrits n'étaient que de vieilles gravures sculptées sur les murs. Tout cela était juste pour que seul King Tay puisse les lire. On pourrait croire que ce type perd son temps à rester là. Alors les gardes doivent continuer à penser de cette façon. Non, il doit leur faire penser de cette façon. Tous les enseignements des anciens dirigeants sont écrits ici. King a encore un long chemin à parcourir avant de maîtriser le dernier parchemin d'arts martiaux du clan céleste du Nord, la voie des 10 000 esprits. Tant qu'il est sous la supervision de l'Alliance du Centre-Nord, il ne peut pas trop attirer l'attention sur lui. Le gars doit tout garder secret et attendre patiemment l'occasion. Le garçon ne remarqua même pas la charrette qui s'approchait du clan alors qu'il était absorbé en lui-même. King se précipita tête baissée vers la porte principale pour rencontrer M. Marle. Marlchuck était un ancien membre du Heavenly Northern Clan. L'autodéfense était la limite de ses compétences en arts martiaux. Il était donc considéré comme le plus faible du clan. Cependant, il était fidèle au clan comme aucun autre. Contrairement à d'autres personnes, Marle était très heureuse de voir le garçon, l'appelant jeune maître. Après avoir quitté le clan, l'homme a commencé à travailler comme marchand ambulant et a fait tout ce qu'il pouvait pour aider le roi Ti. Marlchuck était un orphelin sans talent pour les arts martiaux. Alors que d'autres clans refusèrent de l'accepter, le Northern Heavenly Clan l'a accueilli. Le chef du groupe, Réti, a tout fait pour enseigner les bases à sa pupille, afin qu'il puisse au moins se défendre. Marle n'a jamais oublié cette gentillesse, et donc, quand tout le monde a quitté le clan, il était le seul à continuer à aider Roi. Le garçon était très heureux de revoir son mentor. Ils échangèrent des plaisanteries comme de vieux bons amis. Marle remarqua même une augmentation notable de la taille du gars. King remercia Marle d'avoir parcouru un si long chemin pour lui. Le doigt bandé du garçon ne pouvait échapper au regard perçant de l'homme. Avec une expression amère sur le visage, Marle a demandé à sa pupille qui avait fait cela, si c'étaient les nouveaux gardes arrivés récemment. Sans déranger Marle avec ses problèmes, le garçon a répondu que ce n'était pas eux qui l'avaient fait, mais qu'il s'était blessé accidentellement en forgeant. Sans permettre à l'homme de s'y opposer, King a rapidement abordé le sujet de la nourriture qui lui était apportée, et Marle n'a eu d'autre choix que de simplement poursuivre la conversation. Le gars était accablé par le fait que son mentor ne vivait pas pour lui-même, mais continuait à l'aider. Mais Marle était si reconnaissante envers le clan qu'il ne pouvait tout simplement pas laisser le garçon dans cette situation. King a été touché que Marle ait apporté non seulement de la nourriture et des médicaments, mais aussi une couverture d'hiver chaude. Avec de la nourriture, des médicaments et tout le reste, il y avait une grosse pierre noire dans le chariot. Le gars était un peu perplexe. L'homme répondit qu'il avait reçu cette pierre lorsqu'il était à Unama, que cette pierre était tombée du ciel et que toute la tribu l'adorait comme une divinité. Avec chagrin, Marle nota que cette tribu avait été exterminée et que la pierre n'appartenait plus à personne. King répéta les paroles de son mentor avec une expression folle sur le visage. Marle a ajouté qu'il semblait que la tribu combattait le clan Broken Fist. Le garçon a tristement noté que le Point Brisé a également décidé de s'installer à Unama après la trahison du clan céleste du Nord. Chacun des 4 grands a fondé son propre clan à Murim. La lame fantôme maudite a rassemblé une troupe d'élite d'utilisateurs de Simesha et s'est installée à l'ouest. Ils sont devenus connus sous le nom de Défenseurs du ciel occidental. L'ouragan déchaîné a rassemblé un groupe connu sous le nom de Flowing Skies, mais ils sont restés inactifs pendant longtemps. Le Seigneur du sang de fer, ayant reçu la plus grande puissance de combat, construisit le château de fer au nord. Le Demon Fist, connu pour sa nature cruelle et vicieuse, a créé le groupe sanguinaire Broken Fists. Voyant que le jeune monsieur était complètement triste, Marle se souvint qu'il avait apporté du fer pour la forge. Ne voulant pas que son mentor s'inquiète pour lui, King a déclaré avec un sourire qu'il utilisait le fer à repasser à bon escient, mais que pour l'instant,
il devait rentrer à l'intérieur, car il commençait à faire frais et il neigeait. Prenant les sacs du chariot, Marl et King entrèrent dans la maison, riant et discutant tout au long du chemin comme de bons vieux amis. Pendant tout ce temps, le chef adjoint des mercenaires, Aaron, les surveillait. Il pensait qu'il n'y avait rien de spécial chez ce vieil homme, mais son dévouement au clan était impressionnant, et le garçon était maintenant dans un état si pitoyable. Il marche sans but, perd du temps dans la forge, grimpe au sommet de la tour et regarde le ciel. Il ne ressent même pas le ki. Avec un regard triste, Aaron pensait que ce gamin n'avait rien. À l'époque où il parlait de l'Alliance céleste centrale et des 4 grands, si King avait clarifié son histoire, cela aurait semblé plus plausible. Pour son âge, le gars semble très sage. C'est même triste s'il avait appris les techniques du clan. Il serait devenu l'un des plus forts. Pendant qu'Aaron pensait au garçon, un faucon messager survola sa tête et l'homme se précipita après lui. Le chef du gang s'est déchiré et a pleuré, car ceux qui les ont envoyés pourrir dans cet endroit disent maintenant que des invités importants arriveront bientôt ici. Mais ce n'est pas le lac d'Antine qu'ils peuvent admirer. Le capitaine, en colère, a dit à son adjoint de commencer à restaurer l'un des bâtiments royaux dans la matinée. En réponse, Aaron n'avait d'autre choix que d'accepter simplement les ordres de son capitaine. À ce moment-là, King et Marl étaient déjà arrivés dans la pièce et jetèrent avec soulagement les lourdes malles contenant des provisions. Le gars a servi du thé chaud et aromatique à l'homme, qui en retour a loué le magnifique thé du jeune maître. King se versa du thé tout en interrogeant Marl sur la situation actuelle dans le monde. L'homme fit une pause et répondit que tout allait bien. Mais ensuite, je me suis souvenu que tout le monde parle maintenant de l'artiste martial George Sinclair. Devenu célèbre à Murim, il a dit qu'il combattrait et vaincrait une centaine d'artistes martiaux. Il est donc maintenant au centre de l'attention. King s'est même étouffé avec son thé en entendant le nom de George Sinclair. Après tout, il est le 3e fils du maître invincible, Dan Sinclair, l'un des 9 cieux. Au début, les gens ne le prenaient pas au sérieux et se moquaient même de lui. Après tout, il n'avait que 18 ans. Mais à chaque fois qu'il défiait quelqu'un, qu'il a laissé derrière lui dans le chaos et la destruction, il inspire désormais la peur et le respect parmi les habitants de Murim. Maintenant, George Sinclair a déjà eu environ 93 combats et il n'en a perdu aucun. Et s'il en bat 7 autres, il établira un nouveau record dans l'histoire de Murim. Les gens l'appellent en privé « celui qui en a tué 100 ». King a été surpris que ce type n'ait que 18 ans et il a déjà accompli beaucoup de choses. Marl a ajouté qu'à ce rythme-là, il peut devenir une légende dans le monde de Murim. Maintenant, il se dirige vers le nord et de nombreux clans sont maintenant nerveux car de cela. King espérait entendre des nouvelles plus intéressantes du monde extérieur, mais l'homme n'avait plus rien à ajouter. Ainsi, au cours de conversations chaleureuses avec une tasse de thé chaud, le temps a passé inaperçu et la nuit est venue. Le jeune maître invita Marl à passer la nuit avec lui, mais il refusa à contre-cœur. L'homme a promis de revenir après l'hiver. En partant, il s'est en même temps excusé de ne plus pouvoir être utile. Le garçon s'est exclamé que le monsieur avait fait plus que ce qui était nécessaire. Ils se dirent au revoir près de la porte, et Marl revint lentement. Le gars resta longtemps debout et lui fit signe. Sur le chemin du retour à la maison, King fut interpellé par le chef adjoint du gang. Il le cherchait justement. L'homme voulait avertir le garçon qu'un invité important de la Central Heavenly Alliance allait leur rendre visite au printemps et qu'il voulait restaurer et utiliser le palais Huachon. King a déclaré avec indifférence qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait du bâtiment. De toute façon, il était vide depuis longtemps. King, se détournant, dit que si c'était tout, alors il partirait. Aaron accepta seulement timidement. Le gars errait seul sous les flocons de neige qui tombaient vers lui, regardant autour de lui en chemin. En arrivant chez lui, le jeune homme remarqua la neige mouillée devant la porte. Il se rendit compte que pendant son absence, quelqu'un s'était infiltré dans sa maison. King n'eut pas le temps de se retourner lorsque quelqu'un avec une main ensanglantée leva un poignard sur son cou. Le gars a été surpris que ce quelqu'un soit une femme. Elle a demandé qui il était. Mécontent de l'impudence de la femme, le jeune homme lui posa la même question. Mais quelqu'un n'a pas aimé cet arrangement. Elle a enfoncé un poignard sur le cou du personnage principal pour qu'il se mette à saigner sous peine de mort. King lui a dit qu'il était le propriétaire de cet endroit. La jeune fille fut fugacement surprise que l'héritier du clan céleste du Nord soit devant elle. King profita de la pause et lui demanda maintenant de répondre à la question. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, le poignard tomba au sol avec un bruit sourd. King se retourna et vit que la jeune fille avait perdu connaissance.
probablement à cause d'une importante perte de sang. Elle portait de profondes blessures aux épaules, à la poitrine et au visage, d'où le sang coulait, trempant tous les vêtements de la jeune fille. Le gars ne savait pas ce qui se passait ici, d'où venait la fille et qui elle était. Peut-être qu'elle était une criminelle. Le jeune homme pressa son oreille contre la poitrine de la jeune fille pour voir si elle était en vie et, heureusement, elle respirait encore. Prenant la jeune fille dans ses bras, King courut dans la rue et se précipita vers un autre bâtiment. Alors que l'homme mettait l'agresseur sur le lit, son épaule était exposée, révélant une profonde blessure d'où coulait du sang. Elle a été empoisonnée. On aurait dit qu'elle était attaquée par un ki empoisonné mortel. King avait en réserve un antidote protecteur, qui neutralise le poison et fournit un traitement pour protéger la circulation interne du ki. L'expression du gars devint vouée à l'échec lorsqu'il réalisa qu'il n'avait qu'un seul antidote en stock. Il se souvenait très bien que Marl sacrifiait beaucoup pour l'obtenir pour sa pupille, et si quelque chose était arrivé à King, alors il aurait eu davantage besoin de cet antidote. Il ne connaît même pas cette femme pour dépenser une chose aussi précieuse pour elle. Mais réalisant qu'elle pourrait bientôt mourir, King ne pouvait pas se permettre de rester les bras croisés. Sortant soigneusement les fines aiguilles de la boîte, le gars commença à les enfoncer soigneusement dans la peau autour de la plaie. Il y avait maintenant 5 aiguilles plantées autour de la plaie profonde. Constatant que la blessure avait cessé de saigner, le jeune homme expira de soulagement et fit tout ce qu'il put. Épuisé, il regarda la femme et se demanda qui elle était. Dernièrement, étonnamment, King a rencontré de plus en plus d'invités inattendus. Ce n'était que tôt le matin que la jeune fille ouvrit enfin les yeux. Avec une expression stupéfaite sur son visage, elle se redressa brusquement, mais une vive douleur à l'épaule se fit sentir. La jeune fille ne comprenait pas ce qui s'était passé, où elle se trouvait, et finalement, qui l'avait guérie. Alors que la femme reprenait ses esprits, King apparut derrière le rideau et lui demanda d'attendre encore une seconde pendant que le porridge était cuit. En voyant le gars, la jeune fille a commencé à se souvenir de fragments de la nuit dernière, comment elle était arrivée ici blessée et l'avait attaqué, puis avait perdu connaissance à cause d'une importante perte de sang. Elle ne comprenait pas comment, après l'attaque d'hier, il avait décidé de la guérir. Pendant qu'elle réfléchissait à cela, King se précipitait déjà vers elle avec un plateau sur lequel se trouvait une tasse de porridge chaud et parfumé. Il pensait même qu'elle était morte alors qu'elle dormait depuis 3 jours. La jeune fille a demandé avec défi pourquoi quelqu'un comme lui pouvait la guérir. Le gars a répondu qu'au début, il ne comprenait pas si elle avait été envoyée pour le tuer ou si elle était une passante sur le point de mourir. Mais de toute façon, il ne pouvait pas rester là et regarder quelqu'un mourir juste devant lui, donc il ne pouvait pas la laisser là. Confus, King a ajouté qu'au moins il ne voulait plus que quelqu'un meure dans sa maison. La fille doutait que le gars en face d'elle n'ait pas fait cela avec de mauvaises intentions, et elle ne pouvait pas non plus ressentir le qui de lui. Peut-être qu'il l'avait vraiment aidée par bonté de cœur. En partant, le jeune homme a ajouté qu'elle devrait se dépêcher et manger, même si cela faisait 3 jours qu'il la nourrissait. Maintenant, la fille pourrait manger toute seule. En regardant le gars, la fille a dit qu'elle resterait ici jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. King était même amusé par une telle impudence. En s'habillant, le gars a demandé avec mécontentement le nom de son impudent patient. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il devait connaître son nom. Enfilant son écharpe, King s'est retourné et a crié qu'il l'avait non seulement guéri, mais qu'il lui avait également permis de manger et de dormir ici gratuitement. Et cette fille impudente a décidé de rester ici sans même demander la permission du propriétaire, alors elle devrait au moins dire son nom. Surpris par ce ton et réalisant que son sauveur avait raison, la jeune fille se présenta comme étant Charlotte Foss. Après s'être calmée, le gars a dit à Charlotte qu'il y avait des vêtements et de la nourriture dans le garde-manger. Donc si elle mangeait modestement, alors la nourriture devrait suffire pour plusieurs mois. D'ailleurs, il ne savait pas combien de temps ce bourrin resterait ici. Fermant la porte derrière lui et ne se retournant pas, King a déclaré qu'il serait dans le bâtiment d'en face et que si la jeune fille avait besoin de quelque chose, elle saurait où le chercher, a-t-il également rappelé, pour qu'elle mange le porridge avant qu'il ne refroidisse. Restée seule, Charlotte pensait qu'elle devait d'abord restaurer son énergie interne et éliminer lentement le poison de son corps. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi King faisait tant d'efforts pour l'aider. Peut-être qu'il sait qui elle est, même si la fille était une personne inconnue. Mais en tout cas, il est très étrange, pensa-t-elle. De nouveau assis à sa place préférée, King regarda au loin et trouva cette fille étrange à en juger par ses blessures, et il prenait un tel risque sans même la connaître. Mais il lui a permis de rester ici.
Peut-être que le gars était vraiment si seul. Repoussant les pensées contradictoires, King prononça le nom de la jeune fille avec un doux sourire sur le visage et trouva cela très beau. À proximité, les mercenaires avaient déjà commencé à réparer l'un des bâtiments. La construction battait son plein. Pendant que ses subordonnés travaillaient sans relâche, leur chef dormait paisiblement sur un futon, le ventre rempli de poulets et de saké. En sortant de sa maison dans la rue, King regarda avec inquiétude la maison d'en face où habitait Charlotte qu'elle n'était pas partie depuis 3 jours. Le gars était inquiet de ce spectacle, mais n'osait pas aller vers elle. À ce moment-là, Charlotte méditait. Elle n'a réussi à restaurer que la moitié de son énergie interne. Dans des conditions normales, elle aurait dû restaurer complètement son énergie interne et ensuite seulement éliminer le poison du corps. Mais elle n'avait pas le temps pour cela. C'est l'un des poisons les plus dangereux appelé « flamme dévorante des ténèbres ». Charlotte ne savait pas quel antidote son sauveur avait utilisé, mais à mesure que les propriétés médicinales commençaient à se tarir, l'effet de l'antidote a presque disparu, et la jeune fille est devenue de plus en plus mauvaise. Il devient de plus en plus difficile de combattre le poison. C'est dangereux. Mais la fille doit utiliser toute l'énergie interne qu'elle a réussi à restaurer et à éliminer le poison du corps. Serrant les dents, Charlotte s'efforça de toutes ses forces, essayant de retrouver son énergie. Malheureusement, l'antidote s'est dissipé et le poison a commencé à se propager dans tout le corps, provoquant une douleur insupportable. Sur le point de perdre connaissance, la jeune fille pensait que c'était la fin, et elle n'a toujours pas remercié King de lui avoir sauvé la vie. La seconde suivante, quelqu'un portant une cape noire et un masque sur le visage a fait irruption dans la pièce par la fenêtre. Prenant Charlotte dans ses bras, il palpa la peau autour de sa blessure avec ses doigts. L'homme s'est adressé à elle comme à une jeune maîtresse et lui a demandé de se réveiller rapidement, de se concentrer et d'utiliser toute son énergie interne. Ne voulant pas abandonner sa vie si vite, Charlotte a écouté l'homme et s'est concentrée autant que possible. Quelqu'un, voyant que la fille l'écoutait, lui dit de diriger le qi entre ses doigts. Finalement, le poison fut retiré du corps de Charlotte et sa vie n'était plus en danger. La jeune fille épuisée soupira de soulagement. Si l'homme avait été un peu plus tard, elle serait déjà morte. La jeune fille a été surprise lorsque l'homme a enlevé le masque de son visage, car c'était Kai Hall, il a passé beaucoup de temps à chercher où elle se cachait, alors il s'est excusé d'être en retard. Kay vit pour servir le maître et la jeune maîtresse, et à la fin, il n'a pas réussi à protéger les deux. Il est donc prêt à accepter la punition avec honneur. Heureusement, Charlotte était en parfait état, et sans lui, elle serait morte il y a longtemps. De plus, ils ont été pris en embuscade. Kai n'aurait rien pu faire dans cette situation, mais la jeune fille se demandait toujours où était l'homme pendant tout ce temps. Et quand il l'a trouvé, Kai a répondu qu'il était également blessé et qu'il se cachait tout ce temps, mais « j'ai trouvé madame récemment ». Charlotte ne comprit pas pourquoi Kai n'était pas allé chercher le maître en premier. Mais l'homme répondit que ce n'était pas lui qui devait s'inquiéter. Désormais, la première priorité de Kai est d'aider Charlotte à se rétablir, et son idée de se cacher dans le Northern Sky Clan était judicieuse, parce que tous ces salopards auront du mal à croire qu'ils puissent se cacher ici. Kay pensa qu'il vaudrait mieux qu'il reste ici un moment pour que la maîtresse retrouve sa force intérieure. L'homme a demandé à la jeune fille de rester ici pendant qu'il cherchait le maître, et très bientôt, Kai reviendrait avec ses ordres. À cette époque, ignorant l'arrivée d'un autre invité, King travaillait dans sa forge. En répétant silencieusement les lignes de l'écriture, la première source d'énergie est promise par l'ombre. La deuxième source d'énergie changera les règles, et 10 000 deviendront une, alors que la lumière couvrira le monde. Lui seul détiendra l'ombre. La source de toute existence peut tout recouvrir, mais l'ombre sera toujours visible. La deuxième énergie peut tout changer, tout rassembler. La lumière peut couvrir le monde entier, mais elle enfermera la seule véritable ombre. Tout comme le vide dans la nuit éternelle peut s'étendre à jamais dans le ciel. L'ombre intérieure doit être la même telle qu'il existe dans cette obscurité. Le gars voulait s'entraîner, alors il a regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne le regardait. La première technique de l'écriture des 10 000 ombres est Inner Shadow. Le premier chef de la secte était un vagabond. Il est devenu un brillant épéiste qui a pu créer cette technique d'arts martiaux après de nombreuses années d'errance. Parce que l'essence de cet art martial est enveloppée de mystère et d'obscurité, rien qu'en regardant King, il serait difficile pour la plupart des artistes martiaux de dire s'il a une énergie interne et s'il connaît les arts martiaux. Même après 4 générations, la technique des 10 000 ombres
n'avait pas atteint le point culminant de son potentiel et était préservé comme un art martial inachevé. C'est cet art martial que King étudie désormais. S'il avait le choix d'apprendre le technique 10 000 ombres ou pas, je choisirais cette dernière. Cependant, comme l'Alliance centrale céleste non seulement lui avait retiré toutes les techniques d'arts martiaux, elle le surveillait de près, il n'avait donc pas d'autre choix. Prenant un katana de son arsenal, qu'il a forgé de ses propres mains, le gars a commencé à pratiquer la technique des 10 000 ombres. Après un peu d'entraînement, King eut faim et pensa que c'était suffisant pour aujourd'hui. Alors il s'habilla et quitta la forge. À ce moment-là, ayant repris ses esprits, Charlotte sortit pour profiter de la glaciale journée d'hiver et en même temps regarder le célèbre Northern Heavenly Clan. King marchait vers elle, disant de loin que la fille avait l'air mieux aujourd'hui. Le gars craignait que quelque chose ne soit arrivé à la fille parce qu'elle n'était pas sortie ces derniers jours. Entrant chez lui, il invita Charlotte à le rejoindre pour le dîner. La jeune fille ne savait pas quoi dire, mais elle suivait toujours King. Même si c'était une excellente opportunité, elle a remercié timidement le gars de lui avoir sauvé la vie. Prenant le plateau avec la nourriture parfumée, King fut surpris que ce bourrin décide de le remercier. Dans un silence complet, ils s'assirent à la table à manger, sur laquelle se trouvaient déjà des tasses de riz et de viande savoureuse. La jeune fille n'était pas pressée de commencer à manger, alors King lui a dit que la nourriture n'était pas empoisonnée et qu'elle ne pouvait donc pas se retenir. Charlotte trouvait étrange que le gars ne lui demande même rien. La bouche pleine, King a demandé ce qu'il devait lui demander, ce à quoi la jeune fille a répondu s'il était intéressé par qui elle était. Le gars n'allait pas se mêler des affaires des autres, alors il n'a même pas pensé à poser des questions à ce sujet. Mais Charlotte se demandait pourquoi King avait si facilement hébergé l'étranger. En continuant à manger, le gars a répondu que s'il découvrait qui elle était, il ne pourrait plus profiter du temps passé avec elle. Charlotte fut surprise par la réponse du type et le regarda comme s'il était stupide. King, mécontent d'avoir été insulté, a crié à la fille de simplement manger, sinon il ne pouvait plus écouter son estomac grogner. Comme d'habitude, au coucher du soleil, King grimpa sur le toit du bâtiment, réfléchissant au fait que son corps avait déjà commencé à changer. Il y a un autre secret à l'intérieur du mur des 10 000 ombres. Il est donc temps d'étudier la lame des ténèbres intérieures. Technique d'épée mystérieuse créée pour tuer, King a étudié les bases de l'escrime pour apprendre correctement cette technique d'épée. Pour s'entraîner davantage, King retourna à la forge. Il était déjà tard dans la nuit lorsque Charlotte décida de méditer afin de retrouver rapidement ses forces. King était déjà assez fatigué, forgeant un autre katana. La sueur coulait sur son corps, qu'il essuyait avec une serviette. Avec le recul, le gars a sauté de l'apparition inattendue de Charlotte. Elle était tranquillement accroupie et l'observait depuis longtemps. King ne l'a pas remarqué soit parce qu'il se concentrait bien, soit parce que ses sens étaient émoussés. Charlotte cherchait un mec car elle avait faim et voulait l'inviter à manger. Le jeune homme était furieux de l'impudence de cette fille. Cela faisait déjà 3 mois qu'elle était assise sur son cou et n'avait pas l'intention de rentrer chez elle. Le ton du gars ne dérangea pas du tout Charlotte, alors elle continua à lui demander de la nourrir. Sous le regard de la jeune fille, King céda et l'appela pour manger, même s'il ne comprit pas pourquoi il faisait cela pour un inconnu. Après 3 mois de vie dans cet endroit, Charlotte s'est rendue compte que l'héritier du Northern Heavenly Clan non seulement ne connaissait pas les arts martiaux, mais qu'il n'avait pas non plus les bases pour les étudier. Ce type perdait simplement son temps en forge. Remarquant que Charlotte restait assise, King la précipita, car elle-même avait demandé à la nourrir. La fille sauta au sol et courut après lui. Finalement, les gars se sont assis pour manger à table, même si King s'est un peu moqué de son invité. Après un certain temps, le clan Céleste du Nord reçut la visite d'invités très attendus. Il s'agissait de membres de la Central Heavenly Alliance, des Four Dead Heavens, de la force cramoisie du roi démoniaque, Gordon Joe, de sa fille de 14 ans, Ava Joe, et de son fils de 19 ans, Alfie Joe, et aussi la famille Ran de la Central Heavenly Alliance, le chercheur de connaissances Duke Ran et sa petite-fille Helga. Tous étaient des invités importants dans l'enceinte de ce clan. S'arrêtant devant la porte, le général Green Clark des Dead Heaven Four a crié si quelqu'un était vivant. La seconde suivante, la porte s'est ouverte et un groupe de mercenaires est sorti en courant pour saluer les invités. Le chef du gang, baissant docilement la tête, se présenta comme étant Arce Robin, capitaine du 3e groupe de mercenaires de la Central Heavenly Alliance. Le général, allant droit au but, demanda si les chambres étaient reprêtes pour eux.
Le capitaine répondit qu'il leur avait lui-même préparé des chambres et qu'il était prêt à accueillir les invités à l'intérieur, car à cause d'un voyage si long et fatigant, il devait être fatigué. Alors qu'il s'apprêtait à suivre le capitaine, l'un des invités qui arrivait remarqua Aaron. Au début, l'homme pensa qu'il avait commis une erreur. Mais non, c'était bien Aaron. Il s'avère que Cole et Aaron sont de bons vieux amis. L'invité a essayé d'attirer l'attention de son ami, mais Aaron a choisi de l'ignorer. Il n'était clairement pas content de cette rencontre. Plusieurs dizaines de nouveaux venus entrèrent dans le clan et se précipitèrent plus à l'intérieur des terres pour suivre l'escorte. Helga se sentait même un peu désolée pour le clan du ciel du Nord, autrefois prospère, qui était maintenant en ruine. Alfie lui a répondu sans ménagement que c'est ainsi que fonctionne notre monde. Si tu perds tes forces, alors tu meurs. Un chien de chasse est considéré comme un bon exemple, car après la chasse, personne n'en a plus besoin. Sa sœur, Eva, était très mécontente de l'impolitesse de son frère. Ignorant toujours l'arrivée des invités, Charlotte et King marchaient calmement dans la rue. La fille était mécontente de ne manger que de la viande, et le gars, à son tour, était mécontent de l'impudence de la fille. Arrivant au coin de la maison, le jeune homme tourna son attention vers la foule tandis que Charlotte lui tirait la langue sans ménagement. Ils s'arrêtèrent devant les gens, sans tenter de les saluer. Les yeux d'Aaron et Greg s'écarquillèrent de surprise lorsqu'ils virent une fille inconnue dans les murs du clan, dont ils ne connaissaient même pas la présence. Alfie, Helga et Ava n'ont prêté attention qu'à King, réagissant positivement à son apparence. Les gars, et surtout King, n'ont pas fait preuve de beaucoup de convivialité ou d'enthousiasme lorsqu'ils ont rencontré les invités. La jeune fille était tendue parce qu'elle ne pouvait sentir aucun de ces étrangers. Très probablement, ses sens étaient émoussés. Elle avait donc besoin de se concentrer et de ne pas affaiblir ses défenses. Alfie Joe fut le premier à prendre contact avec King, se présentant et suggérant qu'il était l'héritier du Northern Sky Clan. L'homme a également présenté Helga et sa sœur cadette, qui ont fait un signe de la main à King avec une gentillesse particulière. L'héritier du clan, après un court silence, décida de se présenter. Il présenta Charlotte, qui se tenait à ses côtés pendant tout ce temps, comme sa cousine, qui séjournait temporairement avec lui. Le capitaine des mercenaires ne comprenait pas comment il ne pouvait pas remarquer la présence d'un étranger. Alors il se tourna avec colère vers son adjoint, disant que demain il découvrirait qui elle était. Aaron accepta seulement docilement d'exécuter l'ordre. Alfie, regardant King, fut impressionné qu'il sache qui ils étaient. Le gars a seulement répondu qu'il avait beaucoup entendu parler d'eux, car leurs noms sont connus dans tout Murim. Monsieur Joe, avec un sourire prédateur, a suggéré que nous évitions les formalités et que nous parlions plus tard. Greg, toujours en colère que cet impudent ait osé amener quelqu'un sans autorisation, songeait à lui donner une autre leçon. La seconde suivante, admirant les invités, Greg les conduisit plus loin dans les chambres du palais Huachon. Alors que King s'éloignait d'une connaissance inattendue, Charlotte le regarda et pensa qu'il n'était pas aussi stupide qu'elle le soupçonnait. Il savait comment se comporter correctement et était capable de mentir sans cligner des yeux. Quand les gars sont allés plus loin, la fille s'est souvenue que ce gros homme se comportait comme un propriétaire, même si elle pensait que le propriétaire de ces lieux était le roi. Il faisait déjà nuit lorsqu'Alfie Joe et le général Green sortirent sur le balcon de l'immeuble. Monsieur Joe est venu ici pour profiter de l'ancienne gloire du Northern Heavenly Clan. Mais dès son arrivée, il se rendit compte que cet endroit était si misérable. Le général était silencieux. Alors le gars a continué à dire que la paix sur le continent n'est qu'une illusion créée par les vieillards de l'Alliance Céleste Centrale. Ils ne veulent pas que leur système soit détruit, et s'ils le pouvaient, ils vivraient éternellement pour continuer à utiliser ce système à leur propre fin. Le général finit par se ressaisir, répondant qu'il devait faire de son mieux pour aider les futurs maîtres des 4 cieux mortels. Alfie rit et se tourna vers son général, lui disant qu'il lui faudrait attendre quelques décennies avant que Monsieur Joe n'hérite des 4 cieux mortels. Mais il n'avait pas prévu de vivre aussi longtemps, donc cet endroit serait le début de son voyage et quelque chose d'impressionnant. Avec un sourire prédateur, Alfie a ajouté qu'il restait quelque chose d'important et qu'il devait s'en occuper. Pendant ce temps, King travaillait à nouveau à la forge. Il ne savait pas ce qu'il y avait derrière lui regardant jusqu'à ce qu'il entende d'Alfie qu'il n'avait jamais imaginé que le son d'un marteau puisse être aussi agréable. Sans se retourner, King s'inquiéta de ne pas l'avoir remarqué, même s'il contrôlait la zone. L'homme a été impressionné par le fait que King, qui n'a pas d'énergie interne, pouvait bien supporter la chaleur de la forge. Bien que cet endroit soit trop ennuyeux pour lui, on a l'impression que le temps s'est arrêté ici. Prenant une des lames sur l'étagère,
Alfie a demandé au gars comment il pouvait vivre dans un tel endroit. King regarda seulement l'invité non invité avec hostilité et resta silencieux. Passant 2 doigts le long de la lame, l'homme a ajouté que cette arme était très bonne et pouvait être vendue pour beaucoup d'argent. En un instant, Alfie pointa calmement la lame sur la poitrine du gars, le faisant ouvrir la bouche avec étonnement. Monsieur Joe ne croyait pas que l'héritier du Mur du Nord n'avait pas étudié les arts martiaux, et s'il abandonnait vraiment, il serait mort depuis longtemps. King ne savait pas quoi faire dans cette situation. S'il le combattait, la situation ne ferait qu'empirer, sans compter que cet homme était le fils de l'un des 9 cieux de la Central Heavenly Alliance. Il ne peut pas encore révéler sa puissance, car alors tout ce qu'il a enduré n'aura plus de sens. Alfie se contentait de regarder le gars avec soif de sang, attendant qu'il commence à se battre pour sa vie. King réalisa qu'Alfie ne plaisantait pas quand, comme un serpent, il s'éjecta dans sa direction. Pour repousser l'attaque, le jeune homme a déployé toutes ses forces dans son poing. Ses yeux brillèrent de détermination à repousser l'intrus. En observant le garçon, Alfie fut surpris par la détermination du garçon. N'arrivant plus à se contrôler, King voulut s'arrêter pour ne pas se battre avec lui. S'il n'a pas pu le détecter plus tôt, alors ce type est un maître des arts martiaux, et il y a une chance que King soit tué pour avoir utilisé les techniques et pour les avoir mal utilisées. S'il doit choisir, il doit choisir ce qui augmentera ses chances de survie. Décidant de ne pas combattre Monsieur Joe, King s'est exposé à un coup de lame à l'épaule. Après avoir transpercé le gaz avec une lame, Alfie remarqua un couï très étrange émanant de King. L'instant d'après, Helga et son assistante se sont envolées dans la forge en criant d'arrêter. Les femmes ont couru vers le blessé pour arrêter son saignement. King, hurlant de douleur, loua les dieux en disant que le coup n'était pas critique. Tout comme King le voulait, Alfie croyait qu'il ne connaissait vraiment pas les arts martiaux, parce qu'il ne pouvait pas esquiver une attaque aussi légère. Mais si c'était le cas, alors de quel genre de xi étrange s'agissait-il? Peut-être que ses sens lui faisaient défaut, même si c'était tout à fait possible, compte tenu de la tension constante depuis son arrivée. Ne pensant plus à l'homme blessé, Madame Run a crié après Alfie pour son comportement imprudent. Au début, Monsieur Joe n'a pas réagi au cri de la jeune fille, pensant qu'il avait besoin de se reposer. Mais il a gardé un œil attentif et lent sur ce garçon. Jetant l'épée, il écarta les bras et dit calmement qu'il pensait pouvoir esquiver quelque chose d'aussi facile. En partant, il a dit que ce type était pathétique et a laissé Helga s'occuper de lui. La jeune fille a mis la pilule de récupération spirituelle dans la bouche du gars, un médicament connu pour ses effets réparateurs, grâce auquel la plaie guérira plus rapidement. Helga s'est excusée pour elle-même et pour Alfie. Elle n'avait aucune idée que Maître Joe serait si cruel. À cause de la douleur brûlante, King ne pouvait pas prononcer un mot pour répondre à la jeune fille. Voyant que l'homme se sentait très mal, la femme lui a proposé de l'accompagner jusqu'à sa chambre, en lui présentant par la même occasion ses excuses. C'était déjà le matin lorsque King commença lentement à ouvrir les yeux. Pendant tout le temps qu'il dormait, Charlotte s'occupait de lui et maintenant elle était assise devant son lit. En regardant tristement le gars, elle savait qui lui avait fait ça, mais King refusait obstinément d'avouer. Enragée par le silence du gars, Charlotte l'a traité d'idiot. Même s'il était plus faible qu'eux, il aurait au moins dû résister. Ou s'il n'avait pas pu faire ça, alors il aurait pu simplement essayer de s'enfuir. Calmant la jeune fille en colère, King couvrit doucement sa main de la sienne. Il la remercia de son inquiétude. À part M. Marle, personne ne l'avait réprimandé depuis longtemps. Ne s'attendant pas à de telles révélations de la part du grossier roi, Charlotte le frappa au bras. Elle se détourna pour cacher son visage rouge. La jeune fille ne voulait pas, mais a quand même dit à King qu'elle devrait bientôt partir. En interrogeant à nouveau la fille, le gars essaya de se relever sur les coudes, ignorant le sentiment que tous ses entrailles étaient détruits. L'autre jour, Kai est apparu à Charlotte alors qu'elle méditait avec une bonne nouvelle. Il venait d'un maître qui était sain et sauf et complètement rétabli. La jeune fille était heureuse d'entendre de bonnes nouvelles de son assistante. Kay a ajouté qu'il devrait bientôt déménager, donc la jeune maîtresse devrait se préparer. À cette époque, un homme se tenait sur un rocher et regardait la terre abandonnée du nord, qui avait une forte énergie vitale. Remarquant la présence de quelqu'un, l'homme leur a demandé de ne pas se cacher comme des rats, mais de se montrer. De gros monticules commencèrent à s'élever dans le sol derrière l'homme. Des créatures coiffées de chapeaux en sortirent, dont l'une vanta l'odorat aiguisé de l'étranger. Ils lui ont demandé qui il était et où il allait. L'inconnu remarqua que ces salopards possédaient une arme assez étrange qu'il n'avait jamais vue auparavant.
Le ki qui en émane n'est pas similaire à celui qui émanait des artistes martiaux avec lesquels il a combattu auparavant. Il s'avère qu'il existe encore des arts martiaux que l'étranger n'a pas rencontrés. Il aime de plus en plus la région du Nord. L'homme a traité avec mépris ces créatures en forme de taupes de salauds et a répondu qu'il n'allait pas leur répondre. La créature continua calmement à dire qu'elle l'épargnerait si l'homme partait tranquillement d'ici. Confiant en ses capacités, l'étranger a ri et leur a dit de sortir d'ici pendant qu'il était encore poli. Apparemment, le chef de ces êtres a traité cet homme d'imbécile arrogant. Ils croiront qu'il est venu pour aider cette femme. Alors qu'ils se préparaient à attaquer, l'intrus leur a dit qu'il ne connaissait aucune femme, mais que s'ils cherchèrent la bagarre, alors il était prêt à se battre. Les créatures l'ont toutes attaqué avec leurs étranges armes en utilisant le pouvoir caché de la flamme démoniaque. L'étranger s'est avéré pas si facile à vaincre. Il est même devenu encore plus enthousiasmé par cette bataille. Des gens étranges ne s'attendaient pas à ce que ce type puisse survivre après leur coup. À l'aide de la lampe qu'il tenait à la main, l'homme a voulu couper les chaînes qui lui étaient tirées. Réalisant que la fin pourrait leur arriver, le chef ordonna à ses proches de se retirer. Sans avoir le temps de battre en retraite, les créatures se sont envolées à plusieurs dizaines de mètres à cause d'une grosse explosion. Ils furent surpris que ce type ait instantanément éliminé tous les fantômes cachés. Ils durent donc se dépêcher et dégainer leurs lames sanglantes. Ils utilisent pas du sang pour la destruction sanglante et achèveront l'ennemi d'un seul coup. Ils se battirent à nouveau, mais l'homme était beaucoup plus fort, même si ces créatures ne lui étaient pas inférieures. En conséquence, l'étranger a pris le dessus sur ses adversaires, mais son corps a subi de nombreuses lacérations. Ces personnes utilisèrent la technique du bone flash, dans laquelle l'adversaire sacrifie son corps pour tenter de tuer son ennemi. L'homme s'est rendu compte que ces salauds n'étaient pas un artiste martial moyen, mais qu'ils étaient beaucoup plus forts qu'ils ne le pensaient, même s'ils ne savaient pas qui ils étaient. Il a donc dû en laisser un en vie pour l'interroger. Il pensa avec colère que même un maître d'épée rapide n'était pas aussi fort qu'eux. Dans tous les cas, il ne permettra à personne de se mettre en travers de son chemin vers le clan céleste du Nord. Lorsque King se sentit mieux, il décida de sortir et y rencontra Helga, qui allait lui donner des médicaments. Le garçon lui a dit que ce n'était pas sa première blessure et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. Toujours inquiète, la femme s'est encore une fois excusée pour les actes de Monsieur Joe et pour être entrée par effraction dans sa maison sans autorisation. King souhaitait seulement s'amuser pendant qu'elle était ici. Helga était étonnée que même après ce qui s'était passé, il les traitait avec gentillesse. Elle s'attendait à ce que Maître Lee ne les aime pas, d'autant plus que son grand-père était l'un des 9 cieux de l'Alliance Céleste Centrale. Helga, essayant de convaincre King, lui a demandé de croire qu'elle n'était pas comme son grand-père assoiffé de sang, et que si le gars lui demandait quelque chose, elle le ferait sans hésiter. Pendant tout ce temps, le garde du corps de la famille Ran, Goldie Leg, surveillait ces deux-là depuis le toit de l'une des maisons. En entrant dans ses appartements, Monsieur Joe fut très effrayé par Lady Ran qui s'adressait à lui. Il pensa même que c'était un fantôme. Avec un air mortel sur son visage, elle se tourna vers Alfie et l'avertit de ne pas s'impliquer avec Monsieur Lee. Voulant se débarrasser rapidement de la fille qui lui faisait peur, il dit qu'il ne pensait pas que King ne pourrait pas échapper à son attaque. En tout cas, il pense que ce gamin est pathétique. Helga lui a rappelé que ce type joue un rôle énorme dans leur plan et qu'ils doivent l'utiliser autant que possible comme héritier du clan céleste du Nord. Le feu brûle partout. Des nuages de fumée âcre s'élèvent vers le ciel et le démon de la maison primordiale tue sa prochaine victime, lui transperçant la poitrine avec sa main. Démon Hossa. Wilmer Rune était déçu que ces gens n'aient même pas résisté. Puis un messager dans la peau d'un loup accourut vers lui. Il salua le monsieur et lui raconta ce qui était arrivé au gang du fantôme caché. Après avoir transmis la localisation de leur cible, ils attendirent des instructions supplémentaires. Le contact avec elle fut perdu car ils furent tous tués. Wilmer était furieux que sa force d'élite, le Hidden Ghost Gang, ait été détruite, mais ce n'était pas tout. Le messager murmura à l'oreille du maître qu'ils avaient tous été tués par un enfant, et que cet enfant devait être au même endroit que cette fille, et que c'était un heureux concours de circonstances. Wilmer a crié à sa bande qu'ils allaient à la chasse aux lapins. C'était déjà le matin quand l'un des invités qui arrivait retrouva enfin son vieil ami, qui l'évitait tout le temps. Le garde-tigre d'élite, Woody Wyatt des Four Deadly Heavens, craignait que son vieil ami ait soudainement disparu. Il s'inquiétait pour lui, mais il devinait qu'Aaron serait là. Aaron était en colère que Woody le traite comme un vieil ami après avoir volé sa femme. Alors il a ironiquement conseillé au garde-tigre d'élite de se concentrer sur sa mission et de ne plus apparaître devant lui.
L'homme se sentait toujours coupable de ce qui s'était passé, même s'il ne pensait pas qu'Aaron était toujours en colère à ce sujet. Et avec une satisfaction non dissimulée, il a dit qu'elle l'avait choisi elle-même et que c'était elle qui avait insisté pour se marier. Furieux et sortant sa lame, Aaron a crié à Woody de fermer sa putain de bouche. Le garde ne pensait pas que ces paroles mettraient Fall autant en colère. Aaron, sur le point de tuer son ami, lui a crié qu'il ne devait pas oser mentir, qu'elle ne ferait jamais ça. Dégainant sa lame, Woody se jeta sur lui, provoquant le gel de foule. Sa lame était brisée en morceaux et il portait des blessures à la main et à l'avant-bras. Avec un changement instantané de visage, Woody a dit qu'il essayait juste d'être poli et qu'Aaron devrait enfin accepter la réalité. Il sera là encore un moment, donc il ne sera pas possible de s'éviter tout le temps. Donc ce serait mieux si Aaron changeait de position dans la vie. Woody ne l'a pas blessé trop profondément, donc avant la blessure pire, Fool devrait aller nettoyer son acte. Aaron se souvenait qu'ils étaient tous les deux amoureux de la même femme. Elle était incroyablement belle. Mais Woody était toujours derrière. Jusqu'à ce qu'un instant tout change et qu'elle parte pour lui, le cœur d'Aaron fut alors brisé en 1000 morceaux. Le fait qu'il ait été laissé derrière Woody a de nouveau fait rire Fool hystériquement alors qu'il saignait. King s'assit une fois de plus dans sa forge et fabriqua quelque chose. Quand il est rentré à la maison, Charlotte a commencé à exiger à nouveau de la nourrir. Mais cette fois, le gars ne lui a même pas crié dessus pour son impudence. Plaçant devant elle un plateau avec la même nourriture qu'il prépare chaque jour, la jeune fille grimaça de dégoût. Puis King, silencieusement, lui tendit la fleur en métal qu'il avait si diligemment fabriquée dans la forge. Charlotte fut perplexe face à son action. Mais le gars a dit que c'était juste un cadeau. Charlotte n'arrivait toujours pas à croire que King ait fait ça pour elle. Le gars a calmement ajouté qu'il voulait lui donner quelque chose avant de se séparer. Touchée, Charlotte a décidé de ne pas déranger King avec ses plaintes concernant la nourriture. Après le dîner, assise dans sa chambre, la jeune fille ne pouvait s'empêcher d'admirer la fleur de fer qui lui avait été offerte. Elle n'avait jamais reçu de cadeau de qui que ce soit, donc ce sentiment agréable était nouveau pour elle. Pendant que la jeune fille regardait son petit bonheur, Kai se glissa tranquillement dans la pièce. Ne s'attendant pas à le voir aujourd'hui, Charlotte a rapidement caché le cadeau dans son sein. Kay apparut pour informer la jeune maîtresse de l'arrivée imminente du maître dans le clan. Le comportement nerveux de la jeune fille et ce qu'elle cachait ne pouvaient échapper au regard perçant de l'homme. Charlotte a rassuré l'assistante en lui disant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Kay a rappelé à sa maîtresse qu'elle est le seul et dernier espoir. Elle doit s'en souvenir. Et donc, les attachements personnels ne feront que gêner. Charlotte, comme si elle avait repris ses esprits, a fermement décidé de ne pas permettre que cela se produise. Kay a dit à voix haute qu'il faisait confiance à la jeune maîtresse, mais il pensait que quelque chose n'allait pas. Aaron Fall s'est entraîné. Balançant sa lame avec colère, il a maudit Woody et n'arrivait pas à croire qu'il disait la vérité. Et s'il l'était, alors pourquoi cette fille l'avait-elle quitté? Il pensait follement à lui-même, à Woody et à cette femme. Qu'y avait-il chez lui qu'Aaron ne pensait pas? Même si Woody était assez talentueux pour rejoindre l'escouade de garde d'élite des 4 cieux mortels, l'une des grandes familles des 9 cieux, et pendant ce temps, il pourrit dans ce pays lointain. Fall avait déjà appris le chemin de l'épée céleste bleue, mais il était encore au niveau débutant. Pourquoi ne pouvait-il pas améliorer son niveau avec tous ses efforts? C'était peut-être sa limite. En grinçant des dents, il s'est promis de les tuer tous, chacun d'entre eux. Tout à coup, quelqu'un a utilisé la technique des illusions sombres d'un cœur méfiant. Une voix a commencé à dire que lorsqu'il commencerait à douter de lui-même, les ténèbres engloutiraient son cœur. La rage qui bouillonne à l'intérieur ne fera que conduire à l'effondrement et ne résoudra jamais ses problèmes. Cette partie qu'il regarde n'est qu'une des rares contenues en lui, et elle ne définit pas qui il est dans son ensemble. Aaron n'a pas compris qui était là, mais une voix continuait de résonner. Un jour, lorsqu'il calmera sa rage, ses pensées deviendront limpides. Elles seront un miroir reflétant la vérité. C'est comme de l'eau qui peut couler même dans les endroits les plus bas. Éclairée par le soleil, elle s'évapore et s'élève dans l'atmosphère. Des convictions dans le cœur, le même principe qu'ici. Devenue l'atmosphère, les vents montants commenceront à chasser les nuages, tout comme les doutes dans son cœur. Qu'il permette à ses méridiens de devenir la mer et à son nombril de devenir la base. Laissez-le aligner son cortex cérébral avec les cieux, et il gouvernera les cieux. La technique de quelqu'un a aidé l'homme à reprendre ses esprits et à maîtriser ses émotions. Mais il ne comprenait toujours pas de quel type de chi il s'agissait et qui l'avait aidé. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une porte et l'avait dirigé vers le bon chemin.
Mais il n'y avait personne à proximité. Aaron se tenait tout seul sous la pluie. King, comme d'habitude, était assis à son endroit préféré, sur le toit du bâtiment 10,000 Skies. Après être descendu et sorti dans la rue, il s'apprêtait à rejoindre sa chambre. Mais j'ai juste ressenti un ki incroyablement gigantesque de la part de quelqu'un. Un type franchissait la porte principale du clan. Il était tout blessé, mais son aura était comme un dragon féroce. King fut surpris par un tel flux d'aura, et ses jambes étaient prêtes à céder à tout moment. Il réalisa que ce type était définitivement un artiste martial. Pendant ce temps, l'étranger marchait lentement, regardant le célèbre clan céleste du Nord. En voyant King, le gars se tendit et le regarda avec méfiance. Mais il se détendit immédiatement lorsqu'il remarqua son frère, sa sœur, Helga et le général courir vers lui. L'homme fut surpris que son frère aîné et sa sœur cadette soient arrivés avant lui. Helga, voyant King debout à proximité, le salua en inclinant légèrement la tête. Le gars répondit à la fille avec la même légère inclinaison de la tête. Alfie était inquiet lorsqu'il s'est approché et a remarqué un tas de blessures sur le corps de son frère. L'inquiétude dans les yeux, Helga a émis l'hypothèse que les blessures de Maître Joe avaient été causées par le dernier adversaire du 100-Man Challenge, Vincent Fance. Son frère aîné a proposé d'aller soigner les blessures, mais le gars a assuré que l'homme était un adversaire puissant, mais pas assez pour le blesser. Alfie était curieux de savoir quel salaud était capable de blesser l'étoile montante du ciel oriental, Salman Joe. King comprit que ce type était le troisième fils du pilier sacré, Gordon Joe de la Central Heavenly Alliance. Avec un sourire suffisant, Salman a déclaré que ces gens avaient l'air suspects, mais rien de plus. C'est lui qui a secoué le monde de Murim. Il s'est occupé du roi qui partait. Ils se sont empressés de lui dire qu'il s'agit de l'héritier du clan céleste du Nord. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour lui, car il est pitoyable. Mais Maître Joe continuait de s'occuper du propriétaire en retraite de ces lieux. À cause de l'excitation et de l'aura si puissante de Salman Joe, les paumes de King ont commencé à transpirer. Il ne s'attendait pas à le rencontrer ici. Son aura est terrifiante, et son pouvoir ki est à un niveau complètement différent. Alors que King s'approchait de sa chambre, le général Ars lui barra le passage. Ils étaient encore des étrangers, alors il se présenta comme le général des gardes-tigres d'élite des 4 cieux mortels, Green Clark, venu délivrer un message au jeune maître. King a été invité à dîner au palais de Huachun. Le personnage principal a trouvé drôle que les invités invitent le propriétaire de ce territoire, mais il a quand même accepté d'assister au dîner. Le général ajouta que monsieur devait venir demain soir avec son cousin. Il faisait déjà nuit lorsque Salman se détendait dans le bain chaud et pensait au jeune King T. Il trouvait étrange que ce type n'ait ni ki ni arts martiaux, mais il y avait définitivement quelque chose d'étrange venant de lui. Que ce soit physiquement ou spirituellement, il a hérité de la force et de la volonté du clan céleste du Nord. Lorsque King se dirigea vers la forge, il remarqua Salman assis près du mur en position du lotus. Il attendait le propriétaire du clan depuis tôt le matin. Après s'être officiellement présenté, Monsieur Joe a montré du respect pour le gars. Ce fut un honneur pour lui de rencontrer King. Ne s'attendant pas à une telle bonne volonté de la part de Salman, le personnage principal s'est présenté en réponse. Maître Joe est venu exprimer sa gratitude au jeune homme qu'il a accepté dans la résidence sans demande préalable. Salman souhaitait depuis longtemps visiter le Northern Sky Clan, et King a finalement exaucé son souhait. Il était donc très reconnaissant pour une telle gentillesse. Le personnage principal, décalé, a déclaré qu'il n'y avait pas grand-chose à voir ici depuis que l'endroit s'est transformé en ruine. Il espère donc que l'invité ne sera pas déçu. Maître Joe s'est empressé de dire au gars que peu importe à quoi ressemble le clan de l'extérieur, l'essentiel est l'opportunité de voir de ses propres yeux le seul héritier de la volonté du clan céleste du Nord. Un silence gênant s'installa entre les hommes après les paroles de Salman. Le soir, King et Charlotte, sous le regard des personnes présentes, se sont rendus fièrement au dîner au palais Huachun. Elle est allée avec ce gars parce qu'elle avait un très mauvais pressentiment. De plus, la fille pouvait sentir quelque chose de savoureux, mais elle ne pouvait pas laisser King tout manger. Charlotte en avait marre de manger la même chose jour après jour, alors elle n'allait dîner que pour des plats copieux. King ne pouvait pas arrêter cette femme, alors il la regardait simplement avec condescendance. Lorsque les jeunes ont ouvert la porte de la salle à manger, les membres des 9 familles piliers les attendaient déjà. Charlotte a immédiatement attiré l'attention sur Salman, qui ressemblait à un lion. Salman a également prêté attention à sa cousine King, dont il n'était pas sûr. Elle avait un ki très inhabituel, mais de toute façon,
elle n'était certainement pas une personne ordinaire. L'homme se leva de table pour saluer Maître T. Il était content que le gars soit toujours présent à leur dîner. Dans un silence gêné, les jeunes se sont assis à table. Maîtresse Helga secoua faiblement la tête en guise de salutation. Ava fit signe à King et Charlotte avec un large sourire. Alfie regarda les gars avec arrogance et suggéra d'aller droit au but. Helga et Salman se levèrent de table en même temps, l'homme s'excusant d'avoir utilisé le palais de Watchon et pour une invitation aussi inattendue, et la femme ajoutant qu'ils voulaient donner leur sceau d'approbation au roi. Ils veulent fonder la Azure Dragon Society, dont le but sera d'impliquer les jeunes martiaux dans la politique, afin que leurs opinions soient prises en compte par la Central Heavenly Alliance. Maintenant, ils ne sont plus que 3 ici, mais d'autres maîtres martiaux ont promis leur soutien. King se demandait pourquoi ils étaient les seuls dans le clan céleste du Nord à ce moment-là. Charlotte était complètement absorbée par la nourriture à ce moment-là, ne prêtant pas attention aux négociations. Helga a répondu que l'ancienne génération n'aimait pas que les jeunes artistes martiaux se réunissent. Salman a ajouté avec un sourire qu'il n'y a personne ici qui ne respecte pas le clan du ciel du Nord. Beaucoup ont vécu leur vie en l'honorant. L'histoire de leur opposition à Silent Knight pendant des siècles est digne de respect. C'est pourquoi ils veulent créer des organisations ici. Le message de cette réunion sera le serment de la Azure Dragon Society au ciel, et ils veulent donc que Maître T soit témoin et donne son sceau d'approbation. Du point de vue de Charlotte, il voulait l'approbation de King afin que si quelque chose arrivait, il en assumerait la responsabilité. Une goutte de sueur coulait sur la joue d'Helga, excitée par les paroles du cousin du gars. Avec confiance dans sa voix, King a déclaré qu'il serait témoin de leur promesse. En signe de respect, Salman se leva et remercia Maître T pour le service qu'il avait rendu. Pendant le reste de la soirée, les jeunes ne parlèrent plus et se contentèrent de bâiller d'ennui. Seule Charlotte, grâce à ses forces, continuait à se remplir le ventre de nourriture. Il faisait déjà nuit profonde, et les gens du gang de mercenaires montaient toujours la garde loin du clan. Ils en étaient très mécontents. Ils espéraient qu'après l'arrivée de ces gens, ils auraient une chance de rejoindre les Four Deadly Heavens, mais ils considèrent les membres du gang comme de la merde. Ils avaient terriblement faim, et on leur a dit de surveiller la zone où même une fourmi ne pouvait pas ramper. Les membres du gang espéraient se régaler au moins de restes de nourriture, dont trop avait été préparé. Alors qu'ils discutaient d'une telle injustice, une ombre immense et menaçante grandissait derrière eux. En se retournant, les yeux des hommes s'écarquillèrent de surprise et d'horreur. Aaron, alors qu'il patrouillait dans les environs avec son partenaire, a remarqué quelque chose d'étrange dans les rochers, mais le deuxième homme n'a rien entendu. Puis ils entendirent un cri déchirant venant du haut du rocher, qui s'éteignit bientôt. Aaron a demandé à son partenaire qui se trouvait à l'entrée nord-ouest. Il a répondu que Duke Reach et Cody Lou étaient là, qui d'ailleurs n'ont pas répondu au signal. Le capitaine adjoint se précipita pour découvrir la raison de ce cri. Son partenaire ne pouvait pas comprendre pourquoi le maître était devenu si bon en arts martiaux. Soufflant, l'homme gravit la montagne où Aaron se tenait immobile. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent à la vue devant lui. Les restes de membres humains étaient éparpillés partout, et la terre entière était inondée d'une mer de sang. Le gars ne pouvait s'empêcher de vomir. Aaron réalisa avec horreur que les restes appartenaient à Duke et Cody. À cette époque, le dîner battait son plein. Les gens discutaient entre eux. Charlotte, regardant tous ces gens, murmura à l'oreille de King qu'il ressemblait à une bande d'idiots. Le gars était d'accord avec la fille, mais a ajouté qu'il ressemblait à une bande d'idiots effrayants. Soufflant d'insatisfaction, Charlotte a conseillé au gars de rester près d'elle, et elle le protégerait ensuite. Avec un sourire condescendant, King regarda sa pupille et resta silencieux. De façon inattendue pour la jeune fille, King a remercié Charlotte et a accepté sa proposition. Se détournant, embarrassée, elle marmonna qu'elle le protégerait jusqu'à son départ, ne comprenant même pas pourquoi elle avait dit cela. Puis Salman s'est approché de King, lui demandant de s'écarter une seconde et de discuter de quelque chose. Après le départ des gars, Helga s'est approchée de Charlotte pour lui demander si elle aimait la nourriture. Avec un regard menaçant, Charlotte demanda à la jeune fille quand ils arrêtèrent de déranger King. Helga regarda son interlocuteur avec arrogance. Sautant de table, Charlotte dit à la jeune fille qu'il ne servait à rien d'inviter King aujourd'hui. Helga répondit qu'ils avaient besoin de son consentement, mais elle s'excuse d'avoir dérangé Maître T. Sans reculer, le cousin a exigé qu'il le quitte simplement, car même sans eux, la vie de King était ennuyeuse et misérable. Eva s'est approchée des filles et a dit grossièrement que Charlotte était la seule qui le chargeait encore plus. De plus, King ne s'est pas opposé à leur proposition,
alors laissez la cousine ne pas intervenir et connaître sa place. D'ailleurs, Charlotte n'est pas différente d'eux et profite effrontément de son hospitalité. Réalisant qu'Eva avait raison, la jeune fille détourna le regard avec confusion. Puis les trois filles se tournèrent vers la fenêtre d'où sortit un grand rugissement. Un peu plus tôt, les gars se tenaient sur le balcon du palais de Hwacheon. Maître Joe s'excusait auprès de King d'avoir soudainement demandé son consentement. Mais il avait encore une demande à adresser à Maître T. Il a demandé au personnage principal de rejoindre l'Azure Dragon Society pour changer ce monde ensemble. Mais avant qu'ils puissent entendre la réponse, un grand cri leur parvint. À la porte principale du clan céleste du Nord se tenait le démon Aoussa, Wilmer Rune, qui cherchait le bébé. Une bande de mercenaires, crachant du sang, a tenté d'empêcher ce voyou de disparaître. Comparé à eux, Wilmer était 2 fois plus grand et ressemblait à une immense falaise de pierre. Aussitôt, tous les mercenaires l'attaquèrent, tentant de l'empêcher de s'enfoncer plus profondément dans le clan. En créant un ouragan de roches, Wilmer dispersa instantanément ses adversaires. Puis il remarqua un point lumineux dans le ciel qui s'approchait de lui. Elle s'est approchée à une vitesse fulgurante et a frappé le monstre avec une énorme explosion qui a créé une rafale de pierres. Wilmer était curieux de savoir qui était si impudent et avait osé le défier. C'était Salmon Joe. Il ne pouvait pas laisser le monstre provoquer le chaos et le désordre ici. Wilmer a éclaté de rire parce que cet enfant utilisait un surnom fantaisiste, étoile montante du ciel oriental, et de plus s'occupait seul de sa bande de fantômes cachés. Le monstre ne pouvait tout simplement pas y croire. Salman s'est souvenu que l'autre jour, il avait eu affaire à ces salauds qui en fait appartenaient au même gang. Ensuite, comme il le pensait, ce ne sont pas des artistes martiaux du continent. Maître Joe a suggéré que ces gars pourraient appartenir à l'organisation Silent Night. Avec un sourire suffisant, Wilmer a déclaré que les yeux du gars n'étaient pas remplis de peur, mais d'anticipation d'une bataille imminente. Il se faisait face dans une position de combat. À ce moment, tout blessé, Woody rejoint son général. À cause du bruit, il y avait une véritable agitation dans la salle à manger. Tout le monde se demandait ce qui se passait dehors. Tremblante de peur, Charlotte réalisa que ce monstre la poursuivait depuis leur combat. Puis King, qui était complètement calme, la prit par l'épaule. Charlotte l'avertit que ce n'était pas la personne que King pouvait gérer. Il devait donc sortir d'ici le plus vite possible. En regardant les fenêtres derrière lesquelles se trouvaient déjà des gens du gang, King répondit qu'il était trop tard pour partir. Des gens en peau de loup ont fait irruption dans la salle, provoquant une émotion générale. Alfie ne comprenait pas pourquoi les gardes-tigres d'élite ne prenaient pas soin des intrus. Goldilocks s'est mise en position de combat pour protéger Helga, terrifiée par ce qui se passait. Elle pensa au fait qu'il s'agissait très probablement de gens de Silent Night. Mais c'est pourquoi ils sont apparus si soudainement après tant d'années de calme. La jeune fille espérait que Maître Joe pourrait les vaincre. Lâchant ses cheveux, Charlotte se tenait devant King, prête à le défendre si quelque chose arrivait. Avec confiance, elle s'est préparée à utiliser la technique du Chaos Démon. À ce moment, une bataille était sur le point d'éclater dans la rue entre le monstre et Maître Joe, ce dernier espérant qu'il s'en occuperait au plus vite. Il cracha et attaqua son adversaire à la vitesse de la lumière. Plissant les yeux face à la lumière vive, le démon réalisa que le gars utilisait la lumière de l'illumination. Frappant Wilmer à la poitrine, Salman lui a crié d'accepter la chance de recevoir la plus haute récompense. Lorsque le monstre s'est envolé sous un coup puissant, le gars était derrière lui et a utilisé « ouvrir le troisième œil ». Pour enfin achever le démon, Maître Joe a utilisé la technique des 3 éclats de lumière successifs. Wilmer a volé dans un tas de pierres, tous ses os étaient brisés et lui-même, semblait-il, devrait déjà être mort. Salman, qui n'a reçu aucune égratignure, s'est dit satisfait du travail accompli. Cette attaque lui a pris plus de puissance mentale qu'il ne le pensait, et lorsque l'occasion se présente, il doit lui rendre la pareille et découvrir plus d'informations sur ce démon. Puis, derrière le gars, des craquements et des craquements se firent entendre. Le démon, qui aurait dû être mort, se releva brusquement. Avec un visage contre nature, Wilmer a félicité le gars pour avoir tenté de le tuer. Mais cela ne suffit pas pour le vaincre. Au moment où il s'est retrouvé dans les airs au-dessus de la tête du gars, le démon était sur le point de riposter. Après avoir créé une véritable tornade, Wilmer a utilisé la technique du Demonic Dive of Chaotic Rotation. Avec un ton moqueur, il a dit au gars, qui gisait déjà à ses pieds couverts de sang, qu'il n'était pas au sommet de ce monde après avoir vaincu des maîtres avides de gloire. Mais voyant le potentiel de Salman, Wilmer était prêt pour le laisser vivre.
Il a ajouté que le gars le retrouverait lorsqu'il deviendrait plus fort, alors seulement la mort de Maître Joe serait amusante pour lui. Sur le point de repartir, le démon regarda Salman, qui lui prit la main, le tenant ainsi. Wilmer est furieux de l'impudence de ce connard qui refuse d'abandonner et qui en plus refuse sa pitié. Le démon était prêt à le mettre en pièces lorsqu'une voix l'arrêta. Il se tourna vers la voix, ne comprenant pas comment une fille osait le déranger. Devant lui se tenait Eva, qui faisait 3 fois sa taille. Les gardes du tigre et sa famille se précipitaient déjà pour aider Salman. Alfie fut horrifié lorsqu'il vit sa petite sœur debout à côté du monstre. Ava a commencé à dire au démon que son père était l'un des 9 cieux de l'Alliance Céleste Centrale, et que si Wilmer ne s'arrêtait pas, il viendrait le tuer. Mais avant qu'elle ait eu le temps d'en finir, le démon la déchira d'un seul geste de la main. Helga se couvrit la bouche avec ses mains, horrifiée par ce qu'elle vit. Alfie, levant les yeux du combat, a crié les larmes aux yeux, sa petite sœur a explosé. Par colère et chagrin, il se précipita vers lui depuis le balcon du palais à la vitesse de la lumière. Le général Greg a tenté d'empêcher le jeune maître de commettre un acte irréfléchi, mais il était trop tard. Déterminé à se venger du démon, Alfie a utilisé la technique de la main démoniaque du Crimson King. Mais d'un simple geste de la main, Wilmer l'écarta de son chemin en disant que cet endroit n'est rempli que de menus frettins inutiles. Depuis le palais, King observait tout cela avec une horreur non dissimulée. Charlotte le tira sur le côté comme une poupée de chiffon, lui criant de le garder derrière elle à tout moment. En cours de route, la jeune fille a affronté ses adversaires encore et encore. Helga était hors d'elle avec ce qu'elle voyait, ne prêtant pas attention au désordre qui se déroulait autour d'elle. Ses plans n'incluaient pas la mort de sa sœur cadette. Elle ne comprenait pas qui était ce monstre et pourquoi il les attaquait. Peut-être que le roi T était derrière cette attaque, même s'il ne ressemblait pas à un membre de leur groupe, a inspiré la jeune fille elle-même qu'elle avait besoin de se calmer et que, plus important encore, renseignez-vous davantage sur Silent Night. Elle a demandé à Like de déménager dans un autre endroit parce que les choses n'allaient pas bien en ce moment. Avec une cruauté non dissimulée, Helga lui a dit qu'il ne devrait m'en prendre que Maître Salman et Maître Alfie, et sortir d'ici, le reste pouvant être abandonné ici. King, entendant les paroles de la jeune fille, la regarda avec une condamnation dans les yeux. Helga aperçut le regard indifférent du gars et se sentit mal à l'aise pendant une seconde. Elle se détourna donc rapidement du jeune homme. Laissant tout le monde à leur sort, les filles sortirent en courant de la pièce. Le général Greg a coupé le chemin à la bande, qui se précipitait déjà après eux. Wilmer, voyant les filles s'enfuir, se dirigea lentement vers elles, laissant Alfie mourant derrière lui. Pour Helga et les autres, quelle que soit la manière dont ils voulaient utiliser King, sa valeur était incommensurable dans leur plan. La jeune fille a regretté d'avoir dû laisser le gaz ici, mais elle doit retourner sur le continent et préparer un nouveau plan. Mais maintenant, sa tâche principale était de s'assurer que personne n'était au courant de la défaite de Maître Salman aujourd'hui. Alors elle a utilisé la technique Heavenly Illusion Fate Enveloping. King se tenait sur le balcon et regardait Helga mettre sa technique en action. Il était surpris qu'elle puisse diffuser son énergie spirituelle sans utiliser d'aide. On pouvait donc certainement dire qu'elle était membre de la grande famille Ran. Lorsque le démon tomba dans l'illusion, une technique aussi inhabituelle lui parut intéressante. Après avoir attrapé les 2 frères blessés, les filles se dépêchèrent de s'éloigner du clan au plus vite, car l'illusion ne retiendrait pas longtemps le monstre. Les gardes du tigre savaient qu'ils étaient jetés ici vers une mort certaine, mais ils faisaient quand même tout ce qu'ils pouvaient pour gagner du temps. Selon King, ils sont morts comme un chien, recherchant la gloire et la reconnaissance de ceux qui n'auraient jamais reconnu leur mort. Pendant ce temps, Charlotte a tué le dernier membre du gang des loups. Sorti de l'illusion d'Helga, Wilmer rugit furieusement, provoquant le gel des gars sur place. Il a exigé que ces salopards finissent leur tour. Réalisant que tout le monde s'était échappé, le monstre leur cria de revenir quand ils deviendraient plus forts. De toute façon, il n'en a pas besoin, car son objectif initial est Charlotte. Se tournant vers la jeune fille, Wilmer dit avec un sourire qu'il attendait vraiment leur rencontre avec impatience. Se concentrant sur le démon Aoussa invincible, Charlotte dit doucement à King de sortir d'ici. Avec anticipation, le démon cria que puisqu'elle était le seul espoir de cette femme, il devait la tuer. Mais cela suffira-t-il à ébranler le cœur de cette sorcière et à laisser Charlotte imputer sa mort à celui qui l'a vouée à un tel sort? Destin. Après avoir terminé son monologue, Wilmer attaqua le palais Huacheon. Suite à une attaque aussi puissante, King a perdu connaissance pendant 1 minute, et lorsqu'il s'est réveillé,
il a vu une femme planer au-dessus de lui. King s'est rendu compte qu'il s'agissait de la sorcière de la Nuit Blanche. Il y a longtemps, à l'intérieur de Silent Night, il y avait un souverain de la nuit qui avait une autorité absolue. Même les 4 seigneurs démons le soutenaient. Ils étaient connus sous le nom de Ouragan des Ténèbres, dieu sombre de la lance. Ils étaient les hommes de confiance du souverain de la nuit et utilisaient leur énorme pouvoir à sa place. La terreur et la destruction causées par ces 4 étaient si énormes qu'il était même interdit de prononcer leur nom. Leur force était la même que celle des 9 cieux de la Central Heavenly Alliance. Sinon plus, comme le pensait King, Charlotte s'est avérée pas si simple. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit l'héritière de la sorcière de la Nuit Blanche. À cette époque, la jeune fille utilisait la technique de la volonté de l'esprit d'argent. Wilmer fut quelque peu surpris que la jeune fille ne s'enfuit pas comme la dernière fois. Se tournant vers King, Charlotte dit qu'elle ne pouvait pas retenir le démon trop longtemps et qu'il devait donc s'échapper le plus tôt possible. Ne voyant King nulle part, la jeune fille était heureuse qu'il ait réussi à s'échapper. Après un court combat, Charlotte blessée était dans les bras de Wilmer. Cela lui semblait drôle et stupide qu'elle se sacrifie pour le bien de ce garçon qu'il avait quitté sans hésiter. Déjà au bord de la mort, la jeune fille se souvenait des moments joyeux qu'elle avait passés avec King. Il était la seule personne à lui montrer son amour. Mentalement, elle dit au revoir au gars, le remerciant pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Quand soudain le démon la libéra de son emprise. Prête à dire au revoir à la vie, la jeune fille ouvrit les yeux et vit que quelqu'un avait coupé la main du monstre. King, qui avait mal calculé le timing en courant vers sa lame, est venu à la défense de Charlotte. Wilmer ne pouvait pas comprendre qui se tenait devant lui et ce qui venait de se passer. King s'est présenté comme le chef de la 5e génération du Northern Heavenly Clan, King T. Charlotte ne s'attendait pas à ce qu'un homme vienne à sa défense sans aucune capacité. King la regarda du coin de l'œil et lui dit de ne pas aller loin et de rester derrière lui. Avec confiance, le jeune homme pointa sa lame vers le démon et prit une position de combat. Le démon ne comprenait pas quelle technique le gars utilisait et, plus important encore, ses blessures ne pouvaient pas être guéries, même si son corps était immortel. N'imaginant pas que King se battrait si tôt dans un véritable combat contre un adversaire aussi puissant, il s'inquiétait de savoir s'il serait capable d'utiliser son pouvoir correctement. Le ki émanant du gars dérangeait grandement le démon. Il devait donc absolument se débarrasser de lui. Avec une puissance énorme, il allait achever ce gamin d'un seul coup. Mais King réussit à esquiver le coup fatal du démon au dernier moment. Wilmer ne pouvait imaginer que quiconque puisse esquiver cela. Avec frénésie, le démon était sur le point de frapper à nouveau, cette fois le dernier. Mais cette fois aussi, King réussit à esquiver le coup de l'ennemi. Le monstre a frappé encore et encore un coup après l'autre, mais le gars s'est échappé indemne de tout le monde. Dérangé par la colère, Wilmer rugit, traitant King de putain de salaud. À ce moment-là, le capitaine adjoint, Aaron Fall, se précipitait déjà pour aider. Il a vérifié toutes les zones patrouillées, mais tous les gardes ont été neutralisés. Il savait qu'il n'aurait pas dû venir dans cet endroit perdu. Tous les camarades survivants se sont dépêchés de s'enfuir au plus vite pour survivre. Aaron ne comprit pas ce qui se passait ici, et se précipitant vers le clan, il remarqua un homme qui se cachait. C'est le chef du gang qui, tremblant de peur, s'est assis et a attendu que tout cela se termine. Le capitaine adjoint lui a demandé ce qui se passait ici. Le gros homme a répondu qu'un salaud était venu et avait commencé à les combattre. Alors il a conseillé à Aaron de sortir d'ici avant qu'il ne soit tué avec les autres. Fall voulait raisonner le capitaine en lui disant que leurs camarades avaient été tués là-bas et qu'au moins ils devaient venger les morts. Mais Greg était catégorique. Il ne voulait pas donner sa vie pour les autres. Aaron a crié que ces gars étaient des guerriers loyaux qui lui faisaient confiance, qu'ils ont donné leur vie pour quelqu'un comme Greg et que lui, au moins en tant que leader, devrait honorer leur respect pour lui-même. Greg a répondu que cela n'avait rien à voir avec lui et qu'il pourrait se venger des soldats plus tard. Maintenant, l'essentiel était qu'ils survivent. Après ces mots, Fool donna un coup de pied au capitaine d'un grand geste. En partant, il a dit à Greg, qui traînait, qu'en tant que personne, il était un déchet et rien de plus. Le gros homme a crié dans le dos au député en retraite qu'il était trop arrogant. Et s'il voulait mourir, alors laissez-le oser, et Greg ferait tout pour survivre. En approchant du clan du ciel du Nord, Aaron s'est promis de survivre et d'écraser tous les salauds qui le méprisaient. Il leur rendrait l'appareil à tous.